Altitude. Chers amis, messieurs les modérateurs, je vous remercie de m'avoir invité à cette session et à parler de ce milieu qui m'est cher. Pour faire le lien avec mes deux collègues précédents, on a effectivement aussi des patients qui font de l'ultra-trail et qui finissent avec des pathologies d'altitude. Le trail du Scaras, il y a 2-3 ans en arrière, où des collègues sont morts de froid parce que d'un seul coup il a neigé. Et puis on se retrouve aussi avec des patients qui se noient dans les canyons et dans les lacs, et certains même dans les lacs d'altitude qui vont plonger sous la glace. Et quand on les ressort et qu'il faut les emmener vers les caissons, on ne sait plus bien avec l'hélico comment on doit les ventiler, parce qu'il faut qu'on monte et qu'on fasse attention à la pression. Bref, c'est très compliqué pour nous, donc je ne parlerai pas de ça, mais plutôt des pathologies de l'extrême qui concernent le milieu que je connais bien. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Juste quelques petits mots sur l'altitude. Plein de définitions différentes sur ce qu'on appelle la basse, la moyenne, la haute altitude. Peu importe. Les pathologies de l'altitude, on en parlera tout à l'heure, elles apparaissent en tous les cas pour la France à partir de 1800 mètres. Et déjà dans les stations d'altitude, on voit apparaître des MAM avec des patients qui appellent les médecins en disant j'ai mal à la tête, etc. Donc ça arrive quand même très tôt. Pour les pathologies de la très haute altitude, évidemment chez nous on en a peu. Et donc je vais me cantonner dans mon topo à ce qui se passe en France. Les pathologies sont liées à la pression barométrique. Vous savez qu'on a une hypobarie d'altitude qui entraîne donc une sous-oxygénation des patients. Et donc, très souvent, les patients qu'on va prendre en charge ont une atteinte de cette oxygénation. Donc, en lien avec la pression barométrique, mais aussi avec les pathologies qui vont présenter. L'altitude joue sur l'oxygénation, le froid, évidemment. Les variations de dénivelé, et en particulier lorsqu'on les prend en charge en hélicoptère. Et puis aussi parce que les patients peuvent être traumatisés avec des chutes de l'hémoglobine, ce qui n'est pas rare, vous allez le voir. Voici les données du SNOSM. C'est un organisme basé à Chamonix qui recense tous les accidents de montagne en France. Et donc vous voyez que ces accidents, d'abord, ils sont nombreux, qu'on ne va pas toujours les chercher en hélicoptère. Souvent, j'entends les gens qui me disent « quelle chance, tu fais de l'hélico, il fait beau, etc. » Souvent, quand même, on y va à pied, comme vous le voyez. Et vous voyez que les accidents sont souvent liés à la randonnée à pied, avec des sports qui, aujourd'hui, nous occupent beaucoup, qui sont le VTT et le parapente. Et vous voyez que, finalement, l'alpinisme a quelques pathologies, mais pas si fréquentes que ça, en fait. Pour ces différents sports, on a été amené à calculer un indice de mortalité qui correspond au nombre de morts en fonction de l'activité. Vous voyez que certaines activités sont quand même très dangereuses. Je pense au base jump. On a réouvert récemment la possibilité de faire du base jump depuis la plateforme de l'Aiguille du Midi, ce qui est une très mauvaise idée. Et donc régulièrement, on va chercher ces patients, une fois sur deux décédés, vous l'avez compris. Le parapente, qui semble être quelque chose de facile d'accès, est aussi très pourvoyeuse de pathologies graves, en particulier de traumatisés sévères. Il ne faut pas être sportif pour faire du parapente, parce que vous faites 3 pas, vous volez, vous restez longtemps en l'air, il fait froid, et quand vous atterrissez, vous êtes souvent en hypoglycémie parce que vous avez volé longtemps, et vous avez tendance à vous casser les chevilles, le bassin, etc. Donc c'est des pathologies graves. On retrouve les sports d'eau vive aussi en lien avec ce que nous disait Jean tout à l'heure. Pourquoi je vous montre l'âge et le sexe dans ces pathologies de montagne? C'est parce que les choses changent, en particulier parce que les patients vieillissent et vont de plus en plus en montagne. Et vous voyez que dans la randonnée à pied, le graphique du bas, on a beaucoup de patients qui sont âgés, avec des comorbidités, avec des patients qui sont sous anticoagulants et qu'il faut savoir prendre en charge. Et donc là, les choses ont un petit peu changé pour nous dans la façon dont on les aborde. Je vous l'ai dit, la traumatologie grave, c'est probablement ce qu'on rencontre le plus souvent chez ces patients qu'on prend en charge en montagne. Voici le traîneau, qui est le traumasystème de l'arc alpin, et qu'on a organisé autour de la prise en charge de ces traumatisés graves en différentes gravités de patients. Les grades C, c'est les patients qui sont des traumatisés sévères mais qui sont stables. Les grades B, qui sont ceux qui ont été stabilisés par la prise en charge médicale. Et puis les grades A, c'est les patients qui restent complètement instables. Et pour vous donner sur ce traumasystème le nombre de patients qui ont été pris en charge en montagne, c'est 35% de ces patients, c'est-à-dire 1200 par an sur 3 départements de l'arc alpin. Et vous voyez qu'il y a une quantité de patients traumatisés sévères qui sont conséquents. Quand on prend en charge ces traumatisés sévères, on les oriente vers l'hôpital avec une organisation qu'on a faite autour de différents hôpitaux avec différents niveaux de prise en charge, avec des hôpitaux qui ont
quand ils sont de niveau 1, toutes les capacités chirurgicales de prendre en charge ces patients, allant jusqu'à l'embolisation, avec des niveaux un peu intermédiaires, pour que nous, médecins du préhospitalier de secours en montagne, on puisse les orienter au mieux. Et puis apparu cette année, je vous le montre ici parce que c'est pas anecdotique, ce que j'ai entouré en rouge, qui est le stop technique, parce que souvent sur le terrain, c'est très difficile de commencer à faire de la gestuelle sur les patients, parce que vous avez des cailloux gros comme des frigos qui vous tombent sur la tête, ou parce que c'est très compliqué d'aller chercher, par exemple, quelqu'un qui est au fond d'une crevasse. Ça fait 1 heure qu'il y est, il est englacé dans sa crevasse, il faut utiliser des marteaux-piqueurs et des déglaçants pour pouvoir l'en retirer. Pas question d'aller l'intuber en bas parce que c'est très compliqué, donc déjà il faut le ressortir. Et donc là, c'est plutôt de l'extraction contrôlée. On fait 2-3 petites choses et surtout, on va vers les hôpitaux relais qui vont nous prendre en charge les patients. Et c'est pour ça que je vous montre rapidement cette chose sur l'extraction contrôlée, mais assez fréquemment quand même, on est obligé de limiter nos gestuels et de faire des gestuels qui ne sont pas très classiques forcément en médecine préhospitalière, mais pour pouvoir adapter la prise en charge de ces patients dans ce milieu particulier. Pour faire le lien avec ce qu'on me demandait, et en particulier l'hypothermie, vous savez que les patients traumatisés, ils ont ce cercle infernal qui associe l'hypothermie, l'acidose et la coagulopathie. Et donc nos patients traumatisés sévères sont souvent froids en milieu montagne, vous en doutez. Et vous savez que cette hypothermie est très délétère pour les patients. Je vous rappelle ce papier qui est un peu ancien, mais d'autres papiers sont venus confirmer cela. Jurkovic nous disait, en dessous de 32 degrés, quand vous êtes traumatisé sévère, vous êtes mort, quoi que vous fassiez. Et ça, c'est quand même une réalité. Si les patients traumatisés sont froids, on a énormément de mal à les sortir d'affaire. Et donc, pour nous, c'est un vrai challenge de très vite les extraire du milieu et éviter qu'ils se refroidissent plus. Même l'hypothermie modérée, dans ce papier, montre que même entre 34 et 36, on est un peu refroidi et quand on est traumatisé, ça va pas forcément bien. Donc c'est un vrai challenge pour nous d'extraire les patients très vite et d'éviter qu'ils se refroidissent plus. Alors je ne vais pas refaire toute la physiopathe de l'hypothermie. Vous savez qu'elle peut être légère, modérée à sévère et qu'il y a des répercussions sur les différents appareils neurologiques, cardiovasculaires et respiratoires. Et donc il faut savoir que le patient hypotherme, petit à petit, va rentrer en hibernation et va ralentir l'ensemble de ses systèmes, alors qu'au tout début de la phase d'hypothermie, il a tendance à plutôt s'accélérer avec des tachycardies, avec une augmentation de la fréquence respiratoire, etc. On a classifié, pour être simple, les hypothermies en différents stades, et on considère que l'hypothermie commence en dessous de 35 degrés, avec des stades qui sont les patients les plus compliqués, qui sont les stades à partir des stades 2 à 4. Je vous ai mis en petit exemple ce signe classique de l'onde de J. d'Osborne qu'on peut voir dès le stade 2 des patients qui sont en hypothermie. Puis on va jusqu'au stade 4 où là le patient il est en état de mort apparente et où il faut se battre pour lui. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la conduite à tenir qu'on a pour ces patients hypothermes? Je me permets d'insister sur la mobilisation précoce. L'after-drop consiste, si on mobilise un patient qui est en hypothermie, si on l'accélère, à faire bouger le sang froid qui est en périphérie vers la pompe centrale et risquer la fibrillation ventriculaire. Juste ce petit exemple que je vous donne, patient qui tombe dans de l'eau froide, il s'assoit au bord de la piste de ski, puis là les secouristes viennent le chercher, ils me décrivent très bien que le patient, il a l'air ouzbek, en fait c'est un très bon français, mais comme il est en hypothermie, il est ralenti, il a un langage bizarre, et donc il croit qu'il est étranger, ils le font lever pour aller dans l'hélicoptère, et là le patient décède, il se passe en fibrillation et ne le récupère pas. Donc l'after-drop c'est vraiment quelque chose qui existe, et donc ces patients qu'on prend en charge en hypothermie, on a tendance à ne pas trop, enfin en tous les cas pas sur le terrain, les réchauffer, on évite surtout qu'ils se refroidissent plus, et surtout on essaye de pas trop les bouger. Bien sûr, on évite de les remplir et quand on peut, on le fait avec des cristalloïdes un peu réchauffés. C'est très difficile sur le terrain, vous en doutez. Et puis tout ce qui peut stimuler l'air cardiaque, on évite de le faire avec des voies veineuses centrales hautes, pas de sonde orogastrique quand on les prend en charge. Et quand on a la possibilité de le faire, sur des patients qui ne sont pas en arrêt, poser un CAT fémoral parce que si jamais il s'arrête, ça sera l'orientation pour la CEC future.
Et puis souvent, et là c'est la vraie réalité, la majorité de ces patients, qu'est-ce qu'on va faire? Ben rien. On va surtout très vite les extraire du milieu pour les emmener vers les équipes de réanimation spécialisées qui sont organisées, et on va aller vers les centres qui sont capables de faire de la COC de réchauffement. C'est probablement ce qui est le mieux à faire lorsqu'on n'est pas trop loin de ces centres-là. Pour les patients inconscients, on a tendance quand même à les intuber sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a un encombrement pulmonaire réel qui se fait, il faut protéger ces voies aériennes. C'est l'un des rares cas en médecine préhospitalière où on est capable de les intuber sans forcément faire de séquences rapides. Pourquoi? Parce qu'en dessous de 30 degrés, on sait que les drogues qu'on va faire ne circulent pas, elles ne marchent pas. C'est toujours des intubations qui sont compliquées chez ces patients, parce que le patient il est rigide et froid. Et même si vous faites, j'imagine, de la cello, etc., non seulement elle ne va pas circuler, mais elle n'aura aucune action là-dessus. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de mettre ça en œuvre. En tous les cas, l'intubation n'a pas de risque d'after-drop, comme on peut le voir avec une voie veineuse centrale, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Certaines équipes ont essayé de les réchauffer en les ventilant avec ce type de matériel, qui est un parachute thermique, qui utilise du carbure et qui réchauffe en même temps qu'on ventile. C'est pas très pratique, il y a peu d'équipes qui s'y sont mises. En tous les cas, nous, on ne le fait pas, c'est juste anecdotique et je vous le présente comme ça. Notre difficulté, c'est sur la prise en charge des patients qui sont en arrêt cardiaque. Premier principe, c'est quand la température est au-dessus de 32, la cause de l'arrêt cardiaque n'est pas l'hypothermie. Et quand vous trouvez un patient qui est en arrêt en montagne, c'est important de savoir si on le prend en charge classiquement parce que la température est au-dessus de 32 ou pas. Et puis aussi, quand il est en arrêt cardiaque, et c'est le cas des patients qu'on prend en charge dans les avalanches, savoir si la réanimation est déraisonnable ou pas. Le risque de suravalanche est une réalité, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Une avalanche est tombée et il y en a une autre qui repasse derrière sur les sauveteurs. Donc c'est un milieu qui est particulier. Et donc si on tente une réanimation sur le patient, il faut être sûr que c'est pour lui donner sa chance. Et souvent, sous avalanche, on est plus asphyxique, plus traumatique que hypotherme. Hypothermie en avalanche, c'est 5% des patients. La majorité des patients, ils ont des lésions traumatiques fatales et ils sont souvent asphyxiques. Par contre, s'il est hypotherme, ce patient qu'on prend en charge en montagne, il faut probablement avoir une réanimation obstinée et l'adage qui veut que personne n'est mort avant d'être chaud et mort est réel. Et donc ces patients, on les emmène avec des planches à masser vers nos centres experts qui vont les mettre sous CEC pour les réchauffer progressivement. On considère la systolie en dessous de 25 degrés. Au-dessus, souvent, ils sont... la fibrillation, elle est souvent au début de la mise en place de l'hypothermie. Il faut savoir qu'en dessous de 30 degrés, la cardioversion est peu efficace. On le tente toujours une fois, mais ça marche très rarement. Et que l'ensemble des drogues qu'on utilise dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque, que ce soit l'adrénaline ou d'autres drogues, est complètement inefficace sur ces patients. Donc grosso modo, ces patients, on va les masser, les intuber et puis les ramener vers les centres de CEC. Un petit mot sur les gelures, même si ce n'est pas une complication qui est réanimatoire, entre guillemets, mais qu'on voit souvent chez ces patients en montagne, et souvent chez des patients qui ont des hypothermies qui sont mis en place très progressivement. C'est assez rare de voir un patient qui se refroidit brutalement, qui fasse ce type de gelure. Je vous en ai parlé parce que les complications fonctionnelles pour les patients sont majeures, en particulier pour les stades 3 et 4. Et donc, il ne faut pas se précipiter dans la prise en charge des patients qui sont gelés. Souvent, il faut se laisser du temps avant de décider de faire des amputations, etc. et laisser la chance aux patients en le réchauffant progressivement, en faisant des antiseptiques, pour voir ce que ça donne. On a été tenté des thrombolies chez ces patients. On est revenu sur ces indications qui sont pas si efficaces que ça. On a tendance aussi à faire du caisson pour ces patients pour essayer de réoxygéner les tissus. Entre autres, l'équipe genevoise présente des résultats qui sont intéressants, en particulier pour les stades élevés, si on veut avoir une chance d'essayer de sauver un petit peu plus de mains ou de pieds des patients. Et puis je vais vous parler de l'altitude, bien sûr. L'altitude, je vous l'ai dit, on commence à voir, nous, des pathologies d'altitude dès 1800 mètres, donc régulièrement, dans des stations comme Avoria, etc. On a des patients qui présentent des symptômes de mal aigu des montagnes. Alors bien sûr, encore plus lorsqu'ils sont à haute altitude, et donc il faut savoir les reconnaître, ou leur apprendre à les reconnaître, vous le verrez. Dans le massif du Mont Blanc, on voit aussi quelques œdèmes pulmonaires de haute altitude. Les œdèmes cérébraux surviennent souvent lors d'expéditions, et on en voit très très peu à l'heure actuelle en France.
Comme vous le voyez, l'incidence du mal aigu des montagnes dépend de l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Et donc plus vous êtes haut, et entre autres, plus vous êtes monté rapidement en altitude, plus vous avez un risque de mal aigu des montagnes, avec un certain nombre de facteurs favorisants qui sont la vitesse d'ascension. Plus vous êtes monté vite, plus vous avez ce risque-là. Il y a une susceptibilité individuelle qui est connue. Et en particulier aujourd'hui, il y a des consultations de médecine de montagne dans différentes villes universitaires ou pas proches de la montagne qui nous permettent de savoir si on a une susceptibilité particulière. On fait des tests à l'hypoxie chez ces patients pour essayer d'évaluer tout ça, et en particulier pour leur donner des outils pour pouvoir mieux se préparer, mieux s'acclimater et pouvoir quand même monter en altitude. Et vous voyez que le fait d'habiter en altitude, c'est un petit peu protecteur, et puis le fait d'être vieux aussi. Alors, le diagnostic du MAM, c'est des symptômes qui sont un peu aspécifiques, et on a tendance à dire que tout symptôme qui arrive chez un patient qui vient de monter en altitude est un MAM jusqu'à preuve du contraire. Et vous voyez que le symptôme phare, c'est un petit peu la céphalée, mais qu'on a tout un tas d'autres symptômes associés qui peuvent être retrouvés. Les circonstances de survenue, ils surviennent grosso modo à partir de 6 heures après l'exposition. Ça veut dire que toutes nos cohortes de Chinois qui viennent à l'aiguille du Midi ont peu de risques de faire des MAM, heureusement, puisqu'ils redescendent assez vite quand même dans la vallée pour venir chez vous à Paris voir la Tour Eiffel. Par contre, les patients qui sont montés très vite en altitude pour faire le Mont Blanc ou d'autres courses très réputées comme ça, eh bien, on a assez souvent, régulièrement, ce type de pathologie. Alors, quand on est en régulation, on est capable, parce que souvent ces patients d'altitude, on les a au téléphone, évaluer les choses, mais souvent on leur donne des scores d'auto-évaluation pour qu'ils sachent reconnaître les choses. En particulier, tous les professionnels de montagne connaissent ces scores et les utilisent pour leurs clients. Et donc ça leur permet d'évaluer un petit peu s'il faut qu'ils continuent à poursuivre la montée avec leurs clients ou pas. Et donc c'est des outils qui sont assez répandus en montagne. Alors, le mal aigu des montagnes, on a compris, c'est un œdème qui se passe au niveau cérébral. Il y a plusieurs éléments qui interfèrent dans cette apparition de l'hypoxie d'altitude. Il y a d'abord une hypoxie cellulaire. Il y a, on l'a évoqué pour certaines activités sportives, mais c'est un peu pareil en montagne, une rétention hydrique. Et puis il y a toute une action au niveau pulmonaire qui explique l'œdème pulmonaire, la vasoconstriction, l'hypoxie alvéolaire, etc. Pour l'œdème cérébral, là c'est encore plus haute altitude, et vous voyez qu'il y a tout un tas d'interactions avec des interleukines, des thromboxanes, etc., qui interviennent et qui jouent sur l'œdème intracérébral, intracellulaire. Alors quand on a, et ça arrive chez nous, des œdèmes pulmonaires de haute altitude, souvent les symptômes pulmonaires suivent les céphalées et l'insomnie des patients. Là aussi, il faut un certain délai avant que ça apparaisse, mais ça peut être le premier symptôme des patients qui décompensent. Et donc, ça associe différents signes d'atteinte d'œdème alvéolaire avec des dyspnées, des tachycardies, etc. Et puis l'œdème cérébral, et là on en fait très peu, on le voit lors d'expéditions et de trekking, etc. Et donc là, c'est des signes d'hypertension intracrânienne et des troubles de conscience chez les patients. Alors, quelques règles pour la progression qu'on développe et qu'on essaye d'apprendre, c'est pas dépasser 500 mètres de dénivelé entre 2 nuits successives, c'est monter haut mais surtout dormir bas, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense aujourd'hui se développent beaucoup les treks au Népal, etc. Et ça, c'est pas toujours facile et c'est souvent pas suivi. Il faut éviter tout ce qui peut favoriser ces symptômes comme l'alcool, les somnifères et le surmenage. Et puis choisir des hydratations assez riches en hydrates de carbone. Les soupes à l'ail que vous proposent les guides népalais pour éviter le mal d'altitude, d'abord c'est pas bon et en fait ça marche pas. Alors le traitement curatif, il est simple quand on peut le faire, c'est la redescente du patient. Dès qu'on a des symptômes de pathologie d'altitude, c'est toujours une redescente accompagnée, parce que même si le gars vous dit qu'il a mal à la tête, souvent la redescente elle n'est pas que redescente, on va refaire un col, et c'est là où il peut se décompenser et s'aggraver. Donc il faut toujours accompagner quelqu'un qui a des symptômes de MAM lorsqu'il décide de redescendre tout seul. Ça c'est un grand principe qu'on donne aux professionnels de la montagne. Et puis quand les symptômes sont vraiment trop importants, et qu'il a par exemple un œdème pulmonaire qui va l'empêcher de marcher, et on utilise la réoxygénation, la pressurisation quand on peut le faire, on va en reparler, et puis quelques médicaments qui marchent.
dexaméthasone qui est décrit depuis bien longtemps et qui a un vrai bénéfice pour les patients. Je vais très vite là-dessus. Le caisson de recompression qu'on connaît bien, aujourd'hui il y en a dans tous les refuges de haute altitude en France, et puis on les emmène quand on fait des expéditions, consiste à repressuriser le patient, mais il faut savoir qu'au bout d'un certain temps, l'efficacité est plus là. Et puis donc vous voyez que l'efficacité, il y a des effets rebonds, donc il faut être tout à fait attentif à ça. Et donc le meilleur moyen, c'est de prendre un hélicoptère, d'aller chercher le patient, de le redescendre. Et souvent pour les symptômes que nous avons de maladies de haute altitude dans notre pays, eh ben, il suffit de redescendre le patient dans la vallée et tout va mieux. Et donc c'est surtout ces outils-là qu'on utilise. Voilà, les stratégies de prise en charge dans le MAM, comme dans les autres œdèmes, c'est d'abord la redescente, vous l'avez compris, et puis un certain nombre de médicaments que je ne développe pas ici, parce que j'ai déjà un petit peu de retard. Et pour faire le lien avec Benoît Douminc, parfois il nous appelle, mais pas forcément pour faire du refroidissement d'hyperthermie maligne, mais pour d'autres choses. Je vous remercie.